Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau face-à-face. Et cette semaine, je reçois Daniel S., dit Danny Desrues, chanteur ambulant qui fête cette année ses 30 ans, ses 30 ans de vie de chanteur de rue et qui a récemment publié un livre racontant son histoire. Bonjour. Bonjour. Alors, ce livre, dont la couverture est signée Charlélie Couture, est intitulé Le Busker, qui tonne un jeu de mots busker en anglais, musicien ambulant, évoquant le célèbre comique du cinéma américain muet, Buster Keaton. On l'aura compris. Alors, Daniel S. dit Danny, j'allais dire Danny le Rouge, non, c'est un autre personnage illustre, Danny Desrues. À 18 ans, vous avez pris la décision de devenir chanteur de rue. Comment on devient chanteur de rue ? J'arrivais à Metz pour faire mes petites emplettes de Noël à l'époque. C'était en décembre, donc 88. Ouais. Et je vois là un chanteur de rue qui s'appelait Bruno, qui jouait dans la rue, et j'avais l'impression qu'il pleuvait de l'argent dans son étui de guitare, quoi. C'était bon. Il faut savoir que c'était aussi l'époque de Noël, donc une époque très agréable, on va dire, pour les chanteurs de rue. Et donc je me suis dit, mais dis donc, ça a l'air de bien marcher. Alors on est allé boire un coup. Il m'expliquait les rudimentaires de base à savoir quand on est chanteur de rue. Ouais. Et il m'a dit, je pars demain, si tu veux, tu viens à ma place. Et je suis venu le lendemain, et donc j'y suis depuis 30 ans, quoi, mine de rien. Donc il y avait des places affectées pour devenir chanteur de rue. Bon, c'est pas ça, c'est que comme il avait la sienne, il avait la bonne ruelle à l'époque, il aimait bien l'occuper. D'accord. Et j'ai donc je l'ai remplacé parce qu'il partait, et puis après je suis allé jouer dans d'autres rues. Ça veut dire qu'on a ses habitudes et ses clients de manière régulière, c'est ça ? On se crée c'est sûr, on se crée une place, on se crée un réseau, parce que je vois par exemple, moi je joue pas souvent en juillet-août. Actuellement je joue donc à Esch-sur-Alzette depuis une bonne dizaine d'années, au Luxembourg. Et donc je suis jamais là juillet-août parce que il y a pas grand monde à Esch-sur-Alzette à cette époque-là. Mais quand je reviens toujours en septembre, je vois en fait c'est les personnes âgées qui sont très inquiètes, qui m'ont pas vu tout l'été, et qui me disent, mais alors il vous est arrivé quelque chose, on a eu peur, etc. On vous voyait plus. Donc ils m'ont pas vu les 2 mois, et je me rends compte qu'on a entre guillemets besoin de moi du coup. Donc chanteur, c'est un vrai choix de vie au fond. C'est un choix de vie, je sais pas, c'est un peu par défaut quand même. C'est-à-dire, j'ai un spectacle qui s'appelle Danny Desrues mais au chaud, et c'est vrai que j'aime beaucoup le jouer. Je cherche des lieux, des municipalités pour le produire. J'ai aussi un groupe qui s'appelle les Salopettes Acoustiques, et j'aime donner des concerts avec eux, il n'y a pas de problème, et je cherche à faire ça de plus en plus. Mais oui, la rue, c'est un choix de vie, parce que c'est... pour un artiste, c'est vraiment jouer. Ça se situe entre la répétition et le concert. C'est-à-dire, les gens vous écoutent pas vraiment. Ils vous entendent plus qu'ils vous écoutent. C'est d'une oreille que ça se passe. Donc moi, ça me permet d'être complètement libre sur ce que j'ai envie de jouer dans l'instant, et donc peut-être de répéter des choses, de chercher des choses. C'est un laboratoire créatif. Alors, dans votre livre, vous dites s'isoler pour mieux supporter. Donc, en fait, ça veut dire que quelque part, c'est un peu se mettre à l'écart, en retrait de la société, pour pas y rentrer, au fond. C'est-à-dire que, justement, vous parliez de Charlélie qui m'a dit un jour, ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. C'est-à-dire, quand on évolue, quand on est musicien, qu'on veut qu'on avance, on doit aussi, peut-être d'un autre côté, se formater à beaucoup de choses très très contraignantes. Et bon, je m'y suis pas souvent frotté. C'est peut-être ça aussi qui fait que je le supporte pas, et que je pourrais pas le supporter j'ai 48 ans à mon âge. Peut-être que du fait de l'avoir jamais, de ne me pas l'être imposé avant, j'aurais du mal maintenant. En fait, c'est un choix qui est celui de la liberté, c'est ça que ça veut dire ? C'est ça, c'est-à-dire on chante, quand on chante dans la rue, on chante pour l'infini. Et j'ai fait parce que j'avais arrêté la rue pendant 7 ans, où je jouais dans les cafés-concerts exclusivement à cette époque-là. Et il se trouve que je me suis rendu compte que les deux albums que j'ai sortis à l'époque-là étaient formatés pour plaire au limonadier, au patron de bar. Il fallait le séduire, mine de rien. Alors qu'en étant chanteur de rue, je vous garantis que je fais précisément le disque que j'ai envie de faire. Il m'est arrivé de faire un disque de deux chansons dont l'une faisait 43 minutes, ou non, 63 minutes, excusez-moi, 63 minutes. Mon Dieu. Et mais oui, et c'était un album concept, et ça j'ai pu me le permettre.
théâtre parce que je suis chanteur de rue et que personne n'attend rien de mes albums. Donc ce sont des accidents, mes albums. Donc ils sont complètement libres. Alors également dans cet ouvrage, vous dites celui qui se retrouve numéro 1, en pensant aux chanteurs qui ont réussi, par exemple, ne tire aucune satisfaction. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Plusieurs choses. Déjà, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnalités qui ont eu, à un moment donné, ce statut de numéro 1, peut-être pendant 3 mois, 3 ans, et qui témoignent tous que c'est pas le plus beau moment de leur vie, parce que c'est quelque chose d'extrêmement stressant d'être numéro 1. On voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux que la personne qui se retrouverait numéro 1 va se faire déquiller par des critiques incessantes, etc. C'est un peu du rodéo. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est compliqué à rester à ce niveau-là, même si on a envie. Et puis je pense qu'un artiste qui cherche, il le sait pas toujours, mais ce qu'il cherche, c'est la singularité. Vous prenez, y a des artistes comme ça qui occupent une place, ils sont tellement seuls qu'il n'y a pas de compétition avec un devant eux ou un derrière eux. Ils sont singuliers. Et moi, je me rends compte peut-être la frustration que connaissent les musiciens ici en Lorraine qui sont dans des groupes et qui ont envie de développer, qui jouent pas beaucoup, qui jouent devant 50 personnes le samedi soir. Donc quand vous êtes chanteur de rue, il vous arrive de jouer devant 100 000 personnes la même journée. Donc quand vous êtes sur un festival comme les Francopholies, quand vous êtes un samedi, j'imagine rue Serpenoise, on doit être, renseignez-vous sur les chiffres de passage, ça doit être impressionnant, quoi. Et donc vous avez une popularité quand même inégalable pour les artistes locaux en étant chanteur de rue. Poste de numéro 1 dont vous ne liez pas au fond, c'est ça ? Non, parce que je me rends compte que j'ai connu vraiment des grands bonheurs ailleurs que dans la primatie d'être numéro 1. Donc je cherche pas ça. Est-ce qu'on vous qualifie de chanteur, de musicien qui fait appel à la générosité des gens ou comme un mendiant qui fait de la musique ? Alors, il se trouve que, si vous voulez, moi je me considère déjà comme artisan, c'est-à-dire artiste et commerçant, dans le sens où l'artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui a un mécène au-dessus de lui. De nos jours, je vois par exemple des couturiers qui sont plus libres de parler que l'époque où on a connu les Coluche, Balavoine, des grandes gueules comme ça qui pouvaient. Alors ça n'existe plus dans la chanson. On est tellement précaire dans le milieu de la musique en général que on s'abstient d'être provocateur comme ça. C'est aseptisé. Bah oui, ça s'aseptise beaucoup plus parce qu'on a peur de disparaître 2 mois après, quoi. Quelqu'un qui se permettrait la fameuse scène de Balavoine avec Mitterrand en face de nos jours, en face, il disparaît complètement, quoi. Et son attaché presse le dispute, etc. Parce que donc de nos jours, je vois des couturiers très libres. On voit des Lagerfeld, des compagnies qui parlent comme ils, parce que ils ont un mécène au-dessus d'eux et donc le cahier des charges n'est pas du tout le même. Ils sont protégés. Voilà. Et c'est ça qui a pu peut-être dans le monde de la musique, de la chanson. En étant chanteur de rue, je pense que je suis beaucoup plus libre du coup. Là, votre question, c'est vrai qu'il y a un mi-chemin. Il y a un mi-chemin entre quelque part un mendiant d'un côté, oui, et un artiste indépendant. C'est-à-dire un artiste. Alors là, oui, l'artiste qui n'a pas de maison de disque, qui n'a pas de producteur, qui n'a pas d'obligation sur ce monde-là, envers ce monde-là, etc. Donc ça, c'est sûr que ça, c'est le privilège, le bon côté de l'affaire. C'est toujours la liberté au fond. Et oui, et le mauvais côté, ça peut être oui, de voir un mendiant, mine de rien, pathétique, pourquoi pas, de se dire, mais dis donc, qu'est-ce qu'il fait là, devant la file d'attente du concert. Alors, si l'un de vos enfants vous annonçait qu'il voulait faire le même métier que vous, ouais, je pense que c'est pas du tout le cas. C'est pas le cas, non. Ouais, je pense qu'ils. Non, je crois pas, mais je pense qu'ils sont créatifs, mais très créatifs, mais qui veulent pas forcément être chanteurs de rue, quoi. Mais si jamais, imaginez qu'ils émettent ce souhait, vous auriez dit quoi, non ? Alors, déjà, moi, mes enfants, s'ils s'impliquaient dans la chanson ou dans la musique ou dans ce secteur-là, je pourrais les aider parce qu'on m'a pas aidé. C'est-à-dire, j'ai mis 20 ans à découvrir plein de choses concernant les droits qu'ont les musiciens, etc., qui vont représenter un tiers de leur revenu quand même, quoi, dans l'année. Donc ça, j'ai mis un temps fou à le découvrir par moi-même. Si mon fils se met à 18-20 ans à la musique, je pourrais lui apprendre toutes ces choses-là beaucoup plus rapidement que moi, quoi. D'accord. Donc il serait peut-être pas obligé de passer par les rues pour faire sa carrière. Ah oui, c'est sûr. Alors, dans votre livre encore, vous dites « Papa, c'est vrai que tu m'en dis ?»
Alors ça, c'est quand ils étaient plus... C'est ma fille qui et qu'est-ce qu'on répond à ça alors? Ah oui, justement, ce qui se passe, c'est que comme j'étais tout paf, j'aurais préféré qu'elle me demande comment on faisait les enfants. Elle devait avoir 6 ans à l'époque. Et le lendemain, je savais pas quoi lui répondre. Et le lendemain, j'ai arrêté dans la rue de Esch-sur-Alzette toutes les personnes qui me mettaient la pièce, parce que je les connais tous, je les connais un peu tous. Je leur dis, tu te rends compte ce que me dit ma fille? Alors, ils étaient tous stupéfaits. J'en ai tiré une conclusion par leur stupéfaction que ma fille m'ait dit ça, parce que eux n'avaient surtout pas l'impression de donner à un mendiant. Les gens en question. Ce qui se passe, c'est que la personne qui me voit dans la rue, peut-être que cette personne-là pense ça, me voit comme un mendiant sur un banc, peut-être qu'elle a cette idée-là. Par contre, la personne qui me donne, et c'est peut-être que celle-là qui me concerne, mine de rien, cette personne-là ne me voit jamais comme un mendiant. Elle voit comme quelqu'un qui fait de la musique et à qui elle a envie de donner une pièce. Donc je me dis que les gens que je concerne, mine de rien, ceux-là me voient jamais comme un mendiant. Et comme disait Coluche, de ceux qui n'ont rien à dire, les plus appréciables sont ceux qui se taisent. Donc... D'accord. Très jolie phrase, mais ça veut dire qu'au fond, c'est peut-être ça ce qui vous permet de tenir aussi. Ce regard que portent ceux qui vous donnent la pièce. Oui, et puis surtout il y a des... Parce que c'est une forme de considération. Je vous raconte une anecdote. J'étais il y a quelques années, il faisait vraiment très froid. C'était le Galaxy, le Rock Party. Ça marche beaucoup les soirs-là pour moi, en principe. Mais j'arrivais à Amnéville et pour jouer devant les files d'attente. Et je me dis, j'avais 40 ans, en l'occurrence, c'était donc il y a 7 ans. 7 ans, parce que c'était en décembre. Donc là, on est février, on va dire 7 ans. Peu importe. Et j'arrive et je me dis... Mais il faisait super froid et je me dis, mais je crois que c'est la dernière année de ma vie que je fais ça. L'année prochaine, je me mets au concert parce que je peux pas continuer comme ça. Je me mets au chaud. Oui, bien sûr. Et le soir, il se trouve que ça a marché, mais comme jamais, c'est même un record. Et je voyais les gens sortir parce que le Rock Party, les gens revenaient en Lorraine pour fêter c'était toujours le samedi avant Noël, donc les gens étaient de retour dans leur Lorraine natale. Et des gens qui me revoyaient, qui m'avaient pas vu pendant 10 ou 20 ans. Et qui étaient là et qui me voyaient comme peut-être pas une institution, mais en tout cas une popularité locale qu'ils aimaient retrouver. Et je pense que c'est un repère pour beaucoup de gens comme ça. Et beaucoup de gens adore l'idée que je continue, c'est-à-dire de me voir 10 ans, 20 ans après, de se dire Danny Desrues est toujours là. Il fait partie du paysage. Mais bien sûr, et le soir, en sortant du Galaxy, le soir-là, je les voyais m'acheter un disque et me dire surtout n'arrête jamais. J'ai vendu une centaine de disques en fait le soir-là. D'accord. Mais ils m'ont dit surtout n'arrête jamais, continue, etc. Donc c'était le plus beau des plébiscites et c'est vrai que je vois souvent cette réaction-là devant les files d'attente de gens qui m'ont pas vu depuis plusieurs années et qui sont très enthousiastes Alors, ça c'est à l'entrée, à la sortie des concerts, mais si on revient à la rue, parce que c'est quand même quelque chose de... On disait un vrai choix de vie que de faire ça, est-ce que le regard des gens est parfois difficile? Non? Je suis peut-être un peu habitué, quoi, de toute manière. Je gère. Non, j'ai pas de... on ne s'apitoie pas sur moi, par exemple. Je sais pas, je ne suis pas en chaise roulante ou en... Non, j'ai pas de... Donc il n'y a pas de... Au fond, c'est un peu comme dans la tradition des troubadours du Moyen-Âge. Totalement. Totalement. On plébiscite bien les musiciens du métro, souvent qui sont d'excellents musiciens, donc il n'y a aucune raison. Alors, on peut dire que c'est un vrai métier, au fond. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Je donne toujours des concerts. Je donne toujours une cinquantaine, une quarantaine de concerts par an. Et vous avez un statut d'intermittent du spectacle. Je suis intermittent du spectacle, donc je donne toujours des concerts très régulièrement. Mais oui, chanteur de rue, ça peut être considéré comme un métier. C'est surtout moi. Pour moi, je sais que vous voyez, j'ai écoulé plus de 70 000 albums en 30 ans. Je pense que j'aurais jamais eu ce rayonnement-là sans la rue, quoi. C'est considérable, 70 000. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'artistes qui ils le font en major. Si, ils le font quand même. Mais oui, c'est considérable. Oui. Alors, la question qu'on a envie de se poser tout de suite, c'est est-ce que on en tire des revenus qui permettent de vivre décemment ou pas? Ah oui, je gagne ma vie. Je gagne ma vie normalement. D'accord. Alors, jouer pour des gens qui font que passer, vous parliez tout à l'heure de gens qui vous entendaient plus, qui vous écoutaient, c'est pas un peu frustrant parfois? Si.
Si, c'est sûr. C'est pour ça que je cherche quand même à faire de la scène, à développer la scène, à développer mes concerts. Mon spectacle d'Annie Desrus se met au chaud d'un côté et les salopettes acoustiques d'un autre côté. Évidemment, je cherche parce que là, j'ai envie d'un retour, j'ai envie de réaction. Et c'est aussi pour ça aussi que je fais des disques et que j'attends le retour des disques, de l'avis des gens sur les disques, parce qu'ils vont bien davantage écouter mon disque que moi dans la rue. Donc effectivement, c'est toujours là-dessus que j'attends des retours. Alors vous dites que jouer pour des gens, enfin que vous participez à la création de la bande son des gens dans les villes ou les quartiers. Oui. C'est une jolie expression, ça. Oui, je pense à ça parce que je me rends compte de gens qui avaient des réactions, qui me regardaient, qui me saluaient, qui, par exemple, étaient des couples qui passaient dans la rue, qui me saluaient. Et puis, je vois plus tard le couple séparé. Donc, je les vois reconstituer. Et je voyais passer quelqu'un du couple qui allait m'éviter, quoi, qui allait pas me regarder. Alors que finalement, elle n'a pas de compte à me rendre, enfin, sur sa vie sentimentale. Je n'ai pas de... non, je me rends compte que je fais partie de la vie des gens comme ça. Parce que, oui, je suis la bande son de leur vie. Oui, je suis la musique du film. Oui. Alors les musiciens de rue ont-ils encore aujourd'hui une place dans les villes? Parce que dans un certain nombre de municipalités, des arrêtés contre la mendicité ont été pris, donc ça veut dire que vous faites partie du lot et que c'est pas toujours facile. C'est effectivement au bon vouloir de la municipalité. Ouais. Ce qui tue de toute manière le métier, c'est aussi avant toute chose la disparition des pièces de monnaie. C'est-à-dire la carte bancaire fait disparaître progressivement. C'est lent, hein, mais il y a moins de pièces en circulation qu'il y a une vingtaine d'années, par exemple, ou une trentaine d'années. Donc évidemment que musicien de rue, c'est quelque chose qui est amené, qui est compromis par ce fait, par la disparition des pièces de monnaie. Après, les municipalités, vous voyez, Metz, il y a eu des époques où, par exemple, à Metz, c'était interdit de jouer dans les rues. C'est revenu. On a de nouveau le droit. D'accord. Mais il faut se déclarer, il faut... Non, même pas. Non, il n'y a même pas. Il n'y a pas de choses de ce niveau-là. Donc on fait la différence entre les gens qui mendient véritablement et les musiciens de rue, pour le coup. Mais alors, les gens qui mendient, est-ce qu'on les vire à Metz? Je ne sais pas. Je ne connais pas la politique messine au niveau des gens qui font de la mendicité, qui sont assis dans les rues. Mais il y a oui, de toute manière, c'est au bon vouloir des municipalités. Alors, c'est aussi pour ça que tout à l'heure vous parliez de faire des files d'attente. C'est peut-être la difficulté un peu de jouer dans les villes aujourd'hui. Et c'est une expérience nouvelle et un peu particulière que d'être dans des files d'attente. Au fond, c'est peut-être quelque part faire la première partie d'un spectacle. Non, c'est ça que ça veut dire. Exactement, parce que il se trouve que je l'ai fait, j'avais postulé pour faire en fait, c'était le chanteur Renaud qui passait dans de petites salles il y a une vingtaine d'années. Il faisait beaucoup de petites salles de théâtre. Et j'étais allé postuler auprès de la directrice d'une salle pour faire la première partie. Elle m'a dit non, nous on ne programme pas les artistes locaux. Et comme c'est quand même nos impôts, cette histoire-là, donc je me suis dit, écoutez, vous savez quoi, moi je vais la faire devant la porte, la première partie. Bon, si elle ne veut pas de moi dans la salle, c'est une autre paire de manches, est-ce qu'elle m'expulse quand même de devant. C'est une démarche politique assez forte, je trouve. Donc je suis venu par provocation m'installer devant la porte. Et là, vous avez le public qui attend. Et j'expliquais ma démarche. J'ai dit, on ne veut pas moi dedans. En première partie, je vous la fais dehors. Et le public a été extrêmement solidaire de ma démarche. Et ça a tellement bien marché, genre l'équivalent d'un petit bar, justement, d'un café-concert, que je me suis dit, je crois que je peux continuer là-dedans. Et du coup, ça fait 17 ou 18 ans que je joue devant les files d'attente des concerts comme ça. Alors, vous avez commencé rue Serpenoise. Ensuite, vous êtes allé en Belgique. Maintenant, vous êtes à Esch-sur-Alzette. Est-ce que vous sentez une différence entre les pays, les pays et la réception des gens? Oui, mais je ressens ça même des fois. Ça, c'est la magie d'être frontalier, c'est que je peux connaître ça 3 fois dans la même journée. Si je suis en France, si je suis au Luxembourg l'après-midi, et le soir, quand je vais jouer, mettons, à la Maison de la Culture de Arlon, devant les files d'attente, c'est pas du tout la même culture. Et la différence? Et même peut-être par ville, parce que par exemple Luxembourg-Ville est très bling-bling. Vous voyez du
Golden Boy, donc on a cette démarche. Là, ce qui m'a changé par rapport à ces gens-là, c'est que ces cadres que vous voyez ces jeunes cadres dynamiques que vous voyez dans la ville, c'est que à Metz, à l'époque où je jouais dans les années 90 ici, ces cadres-là étaient très méprisants. Ils me prenaient de haut parce que j'étais effectivement quelqu'un de précaire, etc. J'étais l'archétype de ce qu'ils n'aimaient pas, et peut-être réciproquement. Maintenant, à Luxembourg, par contre, j'ai ces gens-là dans le bus à côté de moi qui m'assaillent de questions parce qu'ils se disent que j'ai un business, que si je suis là, c'est que j'ai un commerce, un business, et ils ont à Luxembourg, en tout cas, un profond respect pour tout ce qui est business. Et donc, du coup, je suis salué par ces gens-là comme un confrère, d'une certaine manière, par quelqu'un qui vient faire vivre son affaire. Alors que Esch-sur-Alzette, c'est peut-être la ville du Luxembourg la plus culturelle, avec la Roca, la culture fabrique, tout ce qui s'y passe. Donc, Esch, il y a l'aspect, et puis le métissage de population qui est incroyable. Donc, à ce niveau-là, oui, je vous dis, c'est culturel. Et là, je suis le chanteur le meilleur accueil, c'est là. de cette ville culturelle, c'est moi. Est-ce que la rue vous inspire dans votre écriture, dans vos chansons? Oui, totalement, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, j'en suis complètement libre. Aussi, le principe, c'est qu'il n'y a pas meilleur public que celui de la rue, parce qu'on a vraiment tout le monde. C'est de 7 à 77 ans, toute classe sociale confondue. Et ça, je ne crois pas qu'il y a d'autres chanteurs qui peuvent dire qu'ils l'ont. Enfin, les chanteurs d'intérieur, ils n'ont pas ça. Ils ont forcément un public qui va être orienté d'une certaine manière, quoi. Alors que le chanteur de rue, non, il a vraiment monsieur tout le monde. On dépasse les clivages politiques ou sociologiques. Alors tout à l'heure, vous parlez de Renaud. Je suppose que vous avez fait aussi d'autres belles rencontres de chanteurs, disons, de renommée. Ouais, une des plus insolites, c'est Francis Lalanne, qui arrivait je jouais devant l'amphi à Yutz, où il venait se produire, et qui m'a vu jouer devant les files d'attente, et qui, très solennel, m'a demandé ce que je faisais là, et je lui ai expliqué qu'il n'y avait pas de première partie, que je la faisais dehors. Il m'a dit, ah bah non, tu la fais pas dehors, tu la fais dedans. Et on est entré dans la salle, j'ai fait le son. Et rien n'était prêt. Voilà, j'ai fait sa première partie improvisée, du coup, mais à l'intérieur. Alors, de toutes ces histoires, alors au-delà de ces rencontres avec les artistes, est-ce qu'il y en a une qui vous a peut-être marqué plus que d'autres, une rencontre avec des passants dans la rue ou Alors, j'avais un monsieur qui sortait de prison une fois. J'avais pas compris ce qui se passait. Il était devant moi très ému. Il me demandait des chansons. Je lui jouais des chansons. Il m'a mis plein d'argent dans l'étui au moment où je lui jouais ses chansons. J'étais un peu son jukebox du moment, quoi. Je voyais très ému. Et au bout d'une demi-heure, il me dit qu'il sort de prison, qu'il n'a pas entendu ces chansons-là pendant des années. Voilà, ça, c'était un moment très poignant, quoi, de la rue, quoi, évidemment. Alors, pour terminer, Dany Desrues, puisque c'est comme ça qu'il faut vous appeler, votre actualité en ce moment, donc alors on va jouer à Metz pour les Messins. On va jouer à l'Aérogare, la nouvelle salle qui est en face de la piscine Lothaire, rue Lothaire. D'accord. L'Aérogare, ça se passe, c'est le mercredi 28 février. Février. Et ça, c'est avec les salopettes acoustiques, dont on fait la promotion de l'album qui s'appelle Discount. Je propose qu'on le découvre à l'antenne. Voilà, vous voyez la pochette à l'antenne. Voilà. Merci Dany Desrues d'avoir accepté cette invitation, de nous raconter un petit peu un morceau de votre vie, un choix qui était un peu atypique, on peut le dire quand même. Oui, j'espère bien. Et je propose de terminer par un extrait d'un de vos clips qui remonte à quelques années. Sur cet dernier moment de musique, je vous souhaite à tous une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Face à Face. Bye bye. Termine comme dans un camping paradis, que même le barbe soit de la fête, qu'on fasse un film sur le Velvet. Que le trou du cul se taise, qu'il marche pieds nus sur la braise. La vie serait un festival, on trouverait ça normal. S'il y a un temps pour tout, on veut ce temps pour nous.